C'est bien. Tout le monde est à son aise, bien installé. Alors nous allons commencer. Eh bien ce soir, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Nous allons vivre une soirée un peu particulière. C'est vous qui allez décider de la construction de cette soirée. Moi, j'ai juste amené mes histoires et un petit panier avec des objets. Et à chaque objet correspond une histoire. Mais les objets, c'est vous qui allez les choisir comme bon vous semble. Donc les histoires viendront comme bon leur semble. Ça vous va? Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Jessica a tiré deux petits chiens. Deux petits chiens qui se suivent de très près, là, vous voyez? Bon. Bien là, il n'y a pas d'embrouille, c'est très clair. Aux deux petits chiens que Jessica a tirés va correspondre une histoire de chien. Mais pas n'importe quelle histoire. Un jour, tous les chiens de la création, tous les chiens du monde, étaient rassemblés en, disons, grande assemblée nationale des chiens. Ils s'étaient rassemblés parce qu'ils voulaient trouver le chien qui serait le meilleur chef pour eux. Alors ils étaient tous là installés sur des gradins, tous les pattes croisées, le museau posé dessus, en train de réfléchir. Et voilà que tout d'un coup, un gros chien, une grosse boule pleine de poils là, qui a levé sa grosse patte et qui a dit « Moi je crois qu'il faut choisir comme chef le bulldog, parce qu'il est fort, et il peut se battre. » Tout aussitôt, il y a un autre chien qui était lui tout haut sur pattes, tout maigre, avec des poils tout ras, qui a dit « Moi, je trouve que ça va pas du tout. Il faudrait choisir pas le bulldog, parce que le bulldog, il peut peut-être se battre, mais il ne sait pas courir, ça ne va pas. » Les chiens continuent à réfléchir. Au bout d'un moment, un autre lève la patte. Moi je trouve qu'il faudrait choisir le lévrier, parce que le lévrier, il peut courir, lui. Mais un autre lève sa patte et dit non, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée, parce que le lévrier, il peut courir, mais il n'a pas de force, il peut pas se battre, alors il n'attrapera jamais personne. À nouveau. Et ça dure, ça dure. Les chiens prennent un ton fou pour réfléchir, mais rien ne vient. Quand tout d'un coup, au premier rang, il y avait deux petits chiens. Alors là, moche comme tout. La truffe écrasée, la bave qui leur sortait de chaque côté de la bouche, là, et puis des petites pattes arquées comme ça, vraiment très très moche. Et il y en a un qui dit, qui lève sa petite patte, moi je trouve qu'il faut choisir comme chef le chien qui sent le meilleur sous la queue. Et tout aussitôt, celui qui était à côté de lui lève sa petite patte, moi je suis tout à fait de son avis. Et à ce moment-là précisément, on a vu comme un mouvement là qui commençait à naître dans toute l'assemblée des chiens réunis, et on a vu tous les chiens qui allaient sentir sous la queue de leur voisin. Alors ça faisait un remue-ménage pas possible, et on l'entendait. Ah non, celui-là n'est pas mon candidat. Non, je n'aime pas beaucoup son odeur. Ici ça sent meilleur. Encore, j'hésite un petit peu. Oh là là là, non, celui-là, ça pue carrément. Ah non, pas celui-là, plus. Et ça continuait. Et ça continue toujours. Bien sûr, ça continue toujours. Quand vous allez promener votre chien dans la rue le matin ou au parc, que votre chien croise un autre chien, que font ces deux chiens pour se saluer? La première chose qu'ils font. Vous avez déjà observé les chiens qui se rencontrent? Oui? Toi, là, tout derrière, t'as une idée? Sentent sous la queue. Voilà, heureusement que papa est là, hein, pour dire ce que tu as pensé. Ils se sentent sous la queue, très bien. Ils ne donnent pas la patte, les chiens, non, ils se sentent sous la queue. Eh bien, ça veut dire que si les chiens se sentent toujours sous la queue, ça veut dire... Qu'ils n'ont toujours pas de chef. Voilà, merci monsieur. Heureusement qu'il y a un papa quand même, hein, dans l'assemblée, là. Qu'ils n'ont toujours pas trouvé de bon chef. C'est vrai que c'est difficile de trouver un bon chef, non? Allez, à l'école. Quand il faut choisir un délégué de classe, c'est pas facile, hein? On sait pas trop lequel choisir. C'est vrai, non? Et pour les plus grands, là, pour le papa en question et pour les quelques adultes qui sont là, vous repenserez peut-être à cette histoire dans quelques mois, quand nous serons dans les élections. Allez,
On continue? On continue. Allez-y, madame, choisissez un objet. Celui que vous voulez. Merci. Une poire. Madame a choisi une poire. Alors je vais poser une question à madame, à tout le monde d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la poire, mais un peu quand même. Qu'est-ce que vous pensez de l'immortalité? Si par exemple sur la Terre plus personne ne mourrait, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Madame, vous êtes très loin, je ne vous entends pas du tout, mais... Vous pensez que ce serait une bonne chose parce que comme ça, voilà, tous ceux qu'on aime continueraient à vivre. Oui, très bien. Et toi? Tu dis qu'on s'ennuierait parce que ce serait un peu long. Très bien. Bon, je vois qu'il y a... Voilà, il y a beaucoup d'avis. Eh bien alors on va demander à la petite poire qu'elle nous livre son secret et on se reposera la question après. D'accord? C'est comme ça que ça s'est passé. C'était dans une région du Nord. Une région où, pas comme ici, pas beaucoup de soleil, mais beaucoup de pluie. Alors, beaucoup d'humidité, des marécages, des étangs, des forêts. Il y avait un petit hameau, quelques maisons, juste à côté de 3 étangs. 3 étangs comme ça, en chapelet. Et au bout des étangs, une sorte de marécage. Il y avait de la boue, des roseaux. Et après ça, la forêt commençait. Et dans ces marécages, on n'aurait quand même pas l'idée d'habiter dans un marécage, n'est-ce pas? Eh bien si, il y en avait un qui habitait là-dedans. C'était un tout vieil homme. Il avait toujours les cheveux tout embroussaillés, la barbe embroussaillée, tout ça tout blanc, au poivre et sel. Et ce vieil homme, de temps en temps, alors qu'il était très content de vivre à l'écart de tout le monde, là, isolé, de temps en temps, il allait du côté des étangs pour cueillir certaines herbes, pour ramasser des escargots. Et alors les gens du petit hameau, là, du village, quand ils voyaient le vieux, là, qui ramassait ses escargots, ils disaient « T'es, voilà notre vieux misère qui fait son petit marché. » Misère, c'est comme ça qu'il l'avait appelé. Faut dire que ce vieux-là, ben, c'est vrai que dans sa cabane, il n'avait pas grand-chose. Hein. Il avait une sorte de lit, une paillasse, une table, une chaise, une vieille assiette de bois, quelques ustensiles pratiques, une lanterne pour s'éclairer, un escabeau pour monter dans son poirier. Oui, justement, il avait derrière sa cabane un poirier. Mais alors pas un grand beau poirier, non, un vieux petit poirier comme ça, tout tordu, mais qui donnait des poires chaque automne. Alors là, mes amis, des poires, mais succulentes. Et pour misère, là, pour le vieux misère, pouvoir croquer de ces poires à l'automne, c'était un moment de plaisir, mais incroyable pour lui. Et son poirier, c'était son trésor à lui, lui qui n'avait quasi rien. Mais l'ennui, c'est qu'il y avait chaque fois des galopins du village qui, à chaque automne, venaient monter dans le poirier misère pour lui chipper les meilleures poires. Et ça l'énervait, misère. Mais ça l'énervait. Et voilà que cette année-là, après l'automne, il y a eu l'hiver. Et un hiver, mais d'un froid terrible, de la bise qui soufflait sans s'arrêter, de la neige en pagaille. Et dans sa pauvre cabane, là, le pauvre misère, il grelottait, il ne savait pas quoi faire tellement il avait froid. Et voilà qu'un soir, il entend qu'on frappe à sa porte. Qui ça peut être à cette heure-ci? Alors misère va ouvrir et il a devant lui un petit homme tout maigrichon comme ça, vêtu de haillons et bleu de froid. Restez pas comme ça là, allez, entrez, et puis allez, asseyez-vous, je vais vous donner une assiette de soupe et quelques poires qui me restent. Et l'autre là, sans rien dire, il a mangé. Puis après ça, misère lui a dit, si vous voulez coucher là, voilà, je vous prête ma paillasse, moi je me débrouillerai autrement. Et l'autre, sans rien dire, il s'est couché, il s'est endormi. Le lendemain matin, quand Misère s'est réveillé un peu courbaturé, parce que lui, il avait dormi enroulé dans une couverture à même le plancher. Il a ouvert les yeux, là, et il a vu devant lui son inconnu de la veille, là, l'homme, tout déjà habillé, prêt à partir, mais habillé de blanc.
d'habits comme ça, resplendissants. Misère, est-ce que ça va bien? Oui, mon ami, ça va très bien. Mais vois-tu, je veux te dire maintenant qui je suis vraiment. Qui vous êtes vraiment? Oui, je ne suis pas du tout cet inconnu, ce pauvre malheureux que tu as cru hier soir. Non. Je suis un envoyé du ciel. Et j'étais venu sur la terre, tu vois, pour voir comment ça se passait chez les hommes, s'ils s'entraidaient. Voilà. J'ai vu. J'ai été très déçu, sais-tu. J'ai frappé à toutes les maisons du village à côté, là. Personne ne m'a ouvert, sauf toi. Et tu m'as partagé tout ce que tu avais, ta soupe, tes poires, ton lit. Alors, je dois te récompenser. Fais un vœu, mon ami. Fais un vœu, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te l'exaucerai. Faire un vœu comme ça, là, puis vous êtes un envoyé du ciel, vous dites? Oh, c'est que j'ai pas l'habitude, moi. Et Misère, il réfléchit, il tourne les idées dans sa tête, mais il trouve pas de vœu, il sait pas quoi demander. Alors l'autre l'aide. Enfin, mon ami, tu es très pauvre. Tu veux probablement la richesse, non? La richesse? Oh bah surtout pas la richesse. Ah non, 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 non. La richesse c'est embêtant. Quand on a de l'argent, il faut les placer à la banque et tout. C'est du travail, c'est compliqué. Non, 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 non. Moi, non, on ne veut pas être riche. Non, non. Ah bon? Alors, c'est que tu veux peut-être être célèbre, hein? Avoir ton nom, en gros, dans les journaux. Mon nom dans les journaux? Bah dites non. Il y a un proverbe qui dit que pour vivre heureux, faut vivre caché. Et puis moi, je peux vous dire que je suis déjà bien assez connu ici. Et surtout mon poirier, là derrière ma maison, où tout le monde vient me chipper mes poires. Oh, ah ben voilà mon vœu. Oh, monsieur l'envoyé du ciel, mon vœu, ce serait que celui qui monte dans mon arbre pour me chipper mes poires, ou pour toute autre raison, eh ben, il y reste collé. Voilà. Et il puisse plus en descendre sans ma permission. Voilà. Voilà mon vœu, tiens. Voilà, j'ai trouvé. Ah bon? Bon, eh bien écoute, si c'est ça ton vœu, exaucé, accordé. Et quand tu voudras les faire descendre, tu n'auras qu'à dire poirier, tu peux lâcher. L'envoyé du ciel, sa mission accomplie, rassuré, salut Misère, et hop, fuite, s'en remonte chez lui. Et puis la vie continue pour Misère. Vers la fin de l'automne, Misère était là, devant sa cabane, dans un dernier rayon de soleil, en train de croquer une poire délicieusement bonne. Grand moment de plaisir pour lui. Il y avait le jus, le sucre qui lui coulait de chaque côté de la bouche. C'était incroyablement bon. Et à ce moment-là, il a entendu derrière lui une voix. « Misère! Misère !» Misère a tressailli, il s'est retourné, et il a vu du coin de l'œil une femme qui arrivait vers lui. Grande, maigre, le teint jaune, la peau jaune, avec un grand manteau noir jusque par terre. On aurait dit une momie en marche. Mais Misère a tout de suite vu qu'il dépassait en dessous de son manteau une grande lame courbe comme ça. Une lame de faux. Comme celle qu'on utilise là-bas pour faucher le chanvre. Et Misère a tout de suite compris. Qui est-ce qui se promène avec une faux pour couper, pour faucher? La mort. Et là, il est entré dans une colère. Oh non, la mort va pas venir me prendre maintenant quand je mange la meilleure poire que j'ai jamais eue sur mon poirier, non. Mais Misère s'est tout de suite repris. Il a fait semblant de rien et... Ah, Madame la Mort, et c'est gentil. Que me vaut l'honneur de votre petite visite? Enfin, Misère, arrête de blaguer avec moi, tu sais très bien pourquoi je viens. Je viens pour t'emmener, alors fais tes paquets, on y va. Oh, Madame la Mort, écoutez, moi je suis pas sûre de vouloir vous suivre, vous savez, je suis très bien ici chez moi, hein, oui, oui. Non, coup de misère, mais vieux comme tu es, pauvre comme tu es, tu seras bien mieux en paradis, tu sais. Oh, paradis, Madame la Mort, il n'y a jamais personne qui est revenu du paradis pour nous dire comment c'était là-bas, hein. Non, non, moi je reste ici, Madame la Mort, passez votre chemin. Bon, écoute, misère, maintenant tu cesses de discuter, tu rentres chez toi, tu fais tes paquets, ou je t'emmène comme ça. Bon, Madame la Mort, d'accord, allez, je vais m'apprêter. Et Misère est rentré dans sa cabane. Et là, il a revêtu son gros manteau de laine noire, son manteau d'hiver, parce qu'il ne savait pas, peut-être qu'il ferait froid pendant le voyage jusque là-bas, où la mort l'emmenait. Et puis,
Il a fait une petite caresse à tous ces objets. Au revoir ma vieille lanterne, ma vieille assiette de bois. Au revoir mon escabeau. Adieu mon poirier. Mon poirier. Misère bondit vers la porte. Madame la mort, dites, je suis presque prêt, hein, mais vous voudriez pas, dans le poirier derrière la maison, là, il y a encore quelques bonnes poires qui restent. Vous voudriez pas aller me les cueillir et puis on pourrait les partager sur la route? Elles sont délicieuses cette année, vous allez voir. Bon, allez d'accord, je te rends ce service et puis on y va, hein, dépêche-toi. Oui, je me dépêche. Et Misère a regardé par la fenêtre de sa cabane la mort qui montait dans le poirier avec ses grands bras, ses grandes jambes et son grand manteau noir. Et elle a cueilli les poires, elle les a mises dans sa poche. Et puis au moment de redescendre du poirier, qu'est-ce que c'est que cet arbre-là? C'est quoi cette glu-là? Je suis collé dessus. Allez, maudit poirier, tu vas me lâcher ou alors je te fais mourir. Misère, il riait par la fenêtre de sa cabane, il a dit: oh, madame la mort, vous pouvez bien le faire mourir, mon poirier, c'est pas pour ça qu'il vous lâchera. Et il riait. Et la mort, elle tempêtait, et le poirier allait de droite, de gauche, d'en avant, en arrière, et la mort s'énervait, mais rien à faire, le poirier la maintenait collée. Au bout d'un moment, Misère dit: bon, allez, fini de rire, maintenant il faut que je me rentre. Madame la mort, restez-y dans mon poirier. Je crois que vous êtes très bien là et le pauvre monde sera très bien sans vous. Au revoir. Et il a fermé sa fenêtre, fermé sa porte et il est resté chez lui. Et la mort, elle est restée prise dans le poirier. Puis le temps a passé. Au bout d'un mois, dans le village, on était étonnés, il n'y a plus personne qui mourait. Le fabricant de cercueils, il se dit: ça y est, moi je vais faire faillite là s'il n'y a plus personne qui meurt. Même pas ceux qui étaient très très malades ou très très vieux, ils mouraient plus. Étrange. Et puis, 6 mois après, il y a un voyageur qui est revenu de Chine qui a dit: vous savez quoi? De l'autre côté du monde, il n'y a personne qui meurt. Oh bah ici non plus, il n'y a plus personne qui meurt. Ah bon? Ah bon? Et alors à la fin de l'année, comme il n'y a toujours personne qui était mort, on a fait des grandes fêtes. On s'est jeté dans les bras, on s'est embrassé, on s'est dit: on est devenu immortel, youpi! On est devenu immortel, youpi! Et les gens étaient contents et fiers d'être devenus immortels. Et puis le temps a continué à passer. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Au bout de 30 ans, ceux qui étaient très très vieux et très malades 30 ans auparavant, ils commençaient à trouver que l'éternité, c'était long. Oui, c'était long. Et puis, il n'y avait pas que chez les hommes qu'on ne mourait plus, mais chez les animaux aussi. Alors vous imaginez, déjà dans les maisons, allez, pour les hommes, écoute, les anciens, les vieux, on est obligé de les garder chez soi parce que les hospices, les maisons de retraite, tout ça, c'était plein à crever, à craquer. Alors on gardait ces anciens chez soi. Mais vous imaginez, le petit gars de 10 ans qui se levait le matin, il va aller apporter le thé au lait à grand-papa, le café fort à arrière-grand-maman, et puis encore le verre de lait chaud à arrière-grand-oncle. Et puis seulement il pouvait prendre son petit bol de céréales. On n'en pouvait plus, les jeunes n'en pouvaient plus de servir les anciens. Et les anciens, eux, ils n'en pouvaient plus d'entendre les cris des bébés qui criaient partout. Oui, mais bien sûr, parce que si personne ne mourait, les naissances, elles continuaient. Mais pas que chez les hommes, non. Chez les animaux aussi. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave. Ben si, c'est grave. Parce que les éléphants, d'accord, ils font qu'un éléphanto tous les 2 ans. C'est entendu. Mais chez les petits chats et les petits lapins, vous avez un chat chez vous. Ça va très vite, les petits chats, hein? Et c'est pas un à la fois qu'ils en ont, mais c'est pop, 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 7, 8 parfois. Ce qui fait qu'au bout de très peu de temps, la Terre, elle a plus pu nourrir tous ses habitants, tous les animaux, tous les hommes qui étaient dessus. Et voilà qu'une famine abominable s'est abattue sur la Terre. Et là, c'était affreux. On voyait des gens comme ça sur le bord des routes qui étaient en train de se tirer, de se traîner avec des maux de ventre abominables. Ils étaient en train de crever de faim, mais... Enfin non, pas de crever, justement. Ils ne parvenaient pas à crever. Ils avaient mal au ventre de faim, mais ils ne parvenaient pas à en mourir. C'était affreux, affreux. Alors, les dirigeants du pays se sont dit: il faut faire quelque chose. Ils ont engagé des savants, des scientifiques, qui ont cherché et qui ont fabriqué un poison terrifiant, terrible. Les gens ont bu le poison.
ils ont eu très 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 mal au ventre. Personne n'est mort. Alors l'armée s'est dit non, il faut faire quelque chose aussi. On va, avec l'armée d'un autre pays, on va se déclarer la guerre mutuellement, et puis on va s'entretuer comme ça. Ils se sont déclaré la guerre, ils se sont débités en petits morceaux, personne n'est mort. Ça aurait pu continuer comme ça des années, des siècles peut-être. Parce que Misère, lui, il avait 95 ans au début de l'histoire, là maintenant il en avait 125, il était sourd comme un pot, il avançait tout doucement, il sortait même plus de chez lui, il vivait avec les poires de son poirier, avec les petits légumes de son potager, et ça lui suffisait très bien. Et de temps en temps il faisait coucou à la mort là, dans l'arbre, et c'est tout. Il ne savait pas dans quoi il avait plongé le monde, dans quelle catastrophe le monde était à cause de lui. Donc ça aurait pu durer longtemps comme ça. Si un soir, un brave homme n'avait fait changer le cours des choses. Il s'appelait Jules. Jules, il avait été au café avec ses amis, il avait un petit peu trop bu ce soir-là, et quand il avait voulu rentrer chez lui, il s'était perdu. Il avait fait 3 fois le tour des étangs, il ne trouvait plus le chemin pour retourner au village, et puis il s'est mis à patauger dans le marécage, jusqu'au moment où il a entendu une voix venue d'en haut qui disait « Psst, par ici, par ici !» Alors brave Jules, « Quoi ? Madame la mort, qu'est-ce que vous faites là dans ce poirier? Il y a le moment de cueillir des poires et descendez, on a besoin que vous fassiez votre travail sur la terre là. Oh imbécile, allez, tends-moi la main que je descende. » Et Jules, il a tendu la main à la mort. Mais c'est pas la mort qui est descendue, non, c'est Jules qui est monté, happé par le poirier et qui est resté collé. Et ça colle, madame la mort? Ah oui, ça colle. Ben ça, c'est la faute à Misère. Alors le brave Jules, là, s'est bien crié, Misère, Misère, je veux descendre. Mais Misère, il n'entendait rien du tout. Et Jules, il a passé toute la nuit dans le poirier, 2 branches en dessous de la mort. Heureusement pour Jules, sa femme, elle s'est inquiétée quand elle l'a pas vu rentrer le soir. Alors elle a organisé des recherches. Et voilà que des villageois sont arrivés là dans le petit jardin derrière chez Misère et ils ont vu, attirés par les cris, Jules et la mort comme ça qui étaient pris dans le poirier. Et qu'est-ce que vous faites là-haut là? C'est bien le moment de jouer là. Allez, descendez. Mais on voudrait bien descendre, mais allez, faites-nous descendre, tendez-nous la main. Alors les villageois, ils ont tendu la main. Mais c'est pas Jules et la mort qui sont descendus, c'est tous les villageois qui sont montés, hop, aimantés par le poirier, et qui sont restés collés. Alors ils sont bien criés, mais pourquoi on reste collés? Qu'est-ce que c'est que... Ah, ça c'est la faute à Misère. Oh, Misère, on veut descendre. Et ils ont crié, ça a fait un tel raffut que Misère, tout sourd qu'il était, il a quand même entendu quelque chose. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des corneilles là dans mon poirier, je m'en vais aller voir. Il est sorti de sa cabane, il est arrivé dans le petit jardin, et quand il a vu tout ce monde-là pris dans son poirier, c'était simple, le poirier était décoré comme un sapin de Noël, avec des guirlandes d'hommes et de femmes qui hurlaient là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Alors on lui a expliqué. On lui a expliqué que la mort faisait plus son travail, c'était terrible, que plus personne mourait, qu'il fallait absolument qu'il la fasse descendre. Alors il a réfléchi. Bon, je comprends, oui. Vous allez pouvoir descendre, mais attendez. Madame la mort, vous êtes où là? Ah, là. Vous allez d'abord me promettre que moi, vous viendrez plus jamais me chercher, hein? Plus jamais m'ennuyer et jusqu'à la fin du monde. Ah, et je promets, allez, je jure, je crache, Misère. Voilà, allez, fais-nous descendre maintenant, fais-moi descendre. Bon, dit Misère, je vais vous faire descendre. Attendez, que je me souvienne de la formule, là. Ah, voilà. Poirier, tu peux lâcher. Et là, on a vu, tous les villageois qui tombaient du poirier et qui s'enfuyaient à toute vitesse. Et la mort aussi, elle a sauté du poirier, elle a pris sa peau et elle s'est mise au travail. Elle s'est mise à faucher tous ceux qu'elle rencontrait sur son chemin. Mais tout le monde se précipitait pour être fauché. Tout le monde voulait passer le premier. Alors elle dit, oh là, attendez. D'abord, allez, tous ceux qui ont au-dessus de 100 ans, ceux-là je les fauche. Et puis, elle a ralenti un petit peu son geste, elle a coupé moins de vie, et très vite, tout est rentré dans l'ordre. À part Misère. La mort, elle avait promis, juré, craché. Et elle a respecté sa promesse. Misère. Il est resté. Eh oui. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça va? Alors je vous repose la question maintenant.
l'immortalité, le fait qu'on pourrait ne plus jamais mourir. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, à votre avis? Est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à celui que vous aviez avant l'histoire ou pas? Monsieur, vous aviez des avis là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'immortalité est une bonne chose? C'est vrai que finalement, hein, Finalement, on hésite, hein? bah, Eh oui, vous avez vu quelle catastrophe ça pourrait être.